des humains qui ont changé de vie. Épisode numéro 3. Casse départ pour une voyageuse. Salut Sophie. Ça va? Ouais. Non, je me suis pas perdu. Non, Bon, Non. t'inquiète, j'ai même ici c'est pas trop qu'il ait pas eu de soucis. non pas Je du sais tout. que ici c'est pas évident quoi. Salut. Salut. J'en ai Je- profité pour... Je présente mon compagnon Patrick. Enchanté, Anthony. désolé, Voilà. j'ai les mains bien prises. Vas-y entre. Merci. Merci. Bon, ça va, vous êtes bien ici hein? Bah écoute, Petite vue sur la vallée, enfin c'est quoi ce... moi ce que je Petite te vallée. disais, il y a tout quoi, tout ce qui nous plaît, la forêt derrière. C'est Ouais. ici, c'est vraiment. On a arrangé ça à notre façon. Tu vois, tout ça, c'était, il y avait de la merde partout. Ouais. Donc on est arrivé là-dedans, on a tout retourné, on a C'est modifié tout un tas de trucs. C'est bien. Attends, t'as pas peur des chiens, hein, Tony? Non, ça va, Bon, parce ils vont que pas là, me il y a sauter. une comédie, tu vois. Ah bah ça va, Voilà. Ça va, Tu vois, mes ça va, pauvres, ça va. donc calmez-vous. ils sont mignons. Ouais, ouais. Tu sais, j'en ai vu des gros, Bibiche. des malinois qui me sautaient dessus. Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast. Je me nomme Anthony Moreau et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Peau de serpent. Très tôt, j'ai pris conscience que notre juste place sur Terre se trouve au beau milieu de la nature, dont nous faisons partie intégrante. Chaque être vivant, qu'il soit végétal ou animal, est à l'égal des humains que nous sommes. Cette vision du monde m'apporte un équilibre parfait, permettant de vivre en harmonie au sein du vivant. J'ai à cœur de communiquer auprès de mes semblables afin que chacun prenne conscience que nous avons tous un rôle essentiel à jouer sur cette belle planète bleue. La sylvothérapie, la sophrorelaxation, l'organisation de parties de jeux du Tao, ou bien encore le cacao sacré lors des cérémonies ritualisées me permettent de tendre vers cet objectif. J'aime à dire que je sème des graines et qu'elles germeront puis pousseront de façon unique en chaque être humain que j'aurai accompagné à ma façon. Dans la nature, aucune plante ne se ressemble. Tous les arbres sont différents et pourtant, chacun d'entre eux a besoin de la lumière du soleil et de l'eau pour se nourrir et s'épanouir. Il en va de même pour nous. Dans cet épisode numéro 3, je vous emmène à la rencontre de Sophie Auclair, une voyageuse ayant du sang yéniche qui coule dans ses veines. Cette femme est riche de deux cultures que beaucoup de normes opposent au sein de la société française. D'un côté, la culture tzigane et de l'autre, l'éducation traditionnelle, sédentaire en tant que gadget. Ce brassage multiculturel lui a donné une force de vie incroyable, mêlant tout à la fois la résilience, le don de soi et un profond respect pour son prochain. Sophie a été la première femme à gérer une casse automobile en Indre-et-Loire. Un caractère bien trempé fut indispensable pour qu'elle puisse traverser cette partie de vie souvent semée d'embûches. De la soudure au démontage des moteurs par moins 12 degrés en plein hiver, elle fut souvent confrontée au regard de certains hommes à la mentalité d'un autre âge. C'est également à cette même période qu'elle se trouva sous l'emprise d'une personne manipulatrice, son conjoint de l'époque. 12 interminables années vont s'écouler avant d'oser plonger dans l'inconnu en quittant cet homme violent, non sans difficulté. Partir était pour elle et ses enfants une question de vie ou de mort. Sophie, de son nom de tzigane Peïcha, nous raconte comment elle a su se reconstruire pour trouver l'épanouissement et l'équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Les mots que vous entendrez tout au long de cette entrevue apparaîtront comme une nouvelle grille de lecture permettant d'appréhender différemment votre propre parcours de vie. Certaines et certains d'entre vous oseront peut-être par la suite se libérer définitivement de leur peau de serpent. Vous trouverez dans le descriptif qui accompagne cet épisode l'adresse mail de Sophie qui se fera un plaisir d'échanger avec vous si vous en ressentez le besoin ou l'envie. Je vous invite à vous abonner à ce podcast en cliquant sur le lien prévu à cet effet afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez également partager ces récits autour de vous si le cœur vous en dit, afin de propager la voix de ces femmes et de ces hommes qui sont un vrai réconfort pour le cœur, le corps et l'âme. Bon alors c'est un mélangé comme moi, hein, tu vois.
Voilà. D'accord. Il Ouais. est à moitié Sinti, c'est-à-dire tout ce qui est peuple d'Italie, enfin les voyageurs Donc, d'Italie. tu me parles de ton compagnon, là. Oui, Ouais, Patrick, ouais, il est à Patrick, moitié ouais. Sinti et D'accord. il est Yéniche aussi comme moi, c'est-à-dire qu'il Ah ouais, a des ok. souches familiales de gens qui sont dans le nord. Enfin. D'accord. Ok. Et puis il est italien par son papa. Donc voilà Ok. le mélange. Il est né en France finalement. Ce sont des mélanges qui sont riches. Ouais, absolument. Bon, Des bah mélanges qui vas-y. sont hein. riches. Ouais, je peux rentrer. Ah oui, oui. Attends, je vais enlever mes chaussures. Ah non, arrête, non, parce que même si on a mis une cheminée, Il fait bon, là. Hein Il fait bon chez vous. bah, on a mis la cheminée parce que d'abord moi j'aime bien, on est plus choses comme ça que Ouais. tu vois radiateur électrique et tout. Bien sûr. On est branché un peu, Ouais, c'est clair. voilà, donc voilà, ça c'est. Bon, bah, super. On est ici depuis le mois d'avril, hein. Ouais. Ah, c'est Alors, récent, quand même. On a, ouais, parce que ça fait 1 an qu'on est ensemble, quoi. Donc au début, tu sais, on essaie Bien toujours sûr, bien d'être sûr. vachement prudent, eu égard à mon vécu Bien sûr. et au sien. Enfin bon, tu sais ce que c'est, hein. Ouais, je ouais, crois. bien sûr. Bien sûr. Donc on a pris le temps de se connaître et puis de s'apprécier, et puis tout doucement les choses se mettent en place, et voilà quoi. Donc là maintenant on est installé, on s'est fait notre petit. C'est un bel équilibre. que Ouais, vous avez, ouais, visiblement. ça fait du bien, ça fait Ouais. du bien. Bon alors comment tu veux On va peut-être Tu veux se mettre là, t'installer non où Ce sera- Tu me dis. Je sais pas, dans le salon, est-ce que ça te va? Ah, moi je veux bien. Ça peut être plus sympa. Ouais. Hein Je crois savoir que t'aimes le thé. Ouais, j'aime bien le thé, ouais. Alors j'ai des trucs, on va te montrer avant. Merci. Tu t'installes comme tu veux. tu Ok, fais à ça ton marche. goût. Toi, je sais que tu vas te prendre du café, je suppose. Mais t'en veux un, toi, non? Peut-être faire comme Anthony, moi. Alors, je vais te montrer ce que j'ai. Mais il m'en manque du thé, non? Non, il y a tout, là. Ouais, t'inquiète, déjà dans tout ce que t'as, je vais bien trouver mon bonheur. hein. Alors, j'ai celui-là. Celui-là. C'est du thé noir. C'était plutôt thé vert. Ouais, thé noir le matin, c'est bien. Ça te plaît, ça? C'est parfait. Donc, tu regardes, j'en ai 2. Tu regardes ce qu'il y a dedans et puis tu me dis. Donc, tu me disais que vous fêtiez. Comment vous dites, vous? Samain ou Samain. Samain. Ouais, Samain. Et vous Ouais. mettez un H ou pas? Non. Non? Alors, si tu veux, la langue, elle était essentiellement phonétique. Mm. Donc après, ça dépend de la région où elle Mm. était parlée. Alors il y en a qui mettent le H, pas le H. Non, puis chez nous, dans le. Il y a des Tu sais, apostrophes je aussi. t'ai déjà expliqué qu'on avait un vocabulaire très court finalement, de langage commun entre tous les voyageurs, hein, qui fait que quelle que soit l'ethnie, eh bien forcément, il faut trouver un langage commun, parce que tu vas avoir des gens qui parlent italien, d'autres qui parlent l'espagnol, d'autres qui parlent le grec, tu vois, et quand ils se retrouvent, Oui, parce que si on parle de tes origines, en fait, t'es d'origine. comment on dit Yéniche, voilà, Yéniche. c'est un peuple qui vit dans le nord de l'Europe, hein. C'est-à-dire tu vas en trouver dans les Balkans, tu vas en retrouver en Belgique, tu vas en retrouver en Suisse, en Allemagne, dans le nord de la France, tout ce qui est Alsace, enfin tous ces coins-là, Ouais. et ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on n'en retrouve pas dans le sud de la France, ni rien du tout. C'est vraiment le peuple du nord, Ok. et c'est le peuple de voyageurs qui lui descend des Celtes. Là, pendant très longtemps, ça n'a jamais, enfin comment dire, pendant très longtemps, on s'est posé des questions sur la réalité de ce fait-là, et depuis quelque temps, certains archéologues qui ont travaillé avec les Yéniches, des ethnologues, enfin des gens qui sont vraiment intéressés au problème, ont constaté qu'effectivement, c'était une réalité, que de par nos traditions, notre langue, nos lieux entre guillemets de culte, parce que malheureusement, comme dans beaucoup de cultures, on s'est retrouvé avec le christianisme qui est venu s'installer, et puis qui a pris un peu le dessus sur, entre guillemets, le paganisme. Ok. Donc, comment dire, ouais, on va le retrouver dans certaines traditions, on va retrouver les deux, mais on a quand même gardé, nous, par chance, et peut-être cette famille, la famille Weiss, la tradition propre aux Celtes. D'accord. Parce que si je comprends bien, donc il y a différentes origines quand on parle des gens du voyage, c'est ça? Oui. Alors nous, on dit pas gens du Voilà, voyage. c'est important Chez nous, aussi, on hein. dit les voyageurs. Les voyageurs. Les gens ok. du voyage, c'est ceux qu'on appelle les gadgets, qui en fait n'est pas un terme péjoratif, mais qui va en fait faire une différence entre nous qui voyageons Ouais. et eux qui sont sédentaires. Et le mot gadjo, ça veut dire paysan, celui qui travaille la terre. Ok. Et comme il travaille la terre, il peut pas se promener. C'est juste ça. Parce que c'est pas un gros mot, c'est pas un terme péjoratif. Et donc tout ça pour te dire quoi, je sais plus le début de mon histoire. Ouais, il faut qu'il y ait une comment dire hein? Une langue. Ouais, il y a donc une langue, ouais, ce que je t'expliquais, qui regroupe tous les voyageurs. D'accord. Cette langue est composée de très peu de mots,
Parce Ok. qu'en fait, c'est les mots de la vie courante. Il y a des mots qui n'existent pas. Tu sais pas dire frigo. Un frigidaire, un frigo, à l'époque où la langue a été mise en place, ça n'existait pas. D'accord. Donc il n'y en a pas. C'est-à-dire tous les voyageurs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire ceux qu'on voit en caravane par exemple, qui vont s'installer sur des terrains, qui cherchent désespérément des fois à pouvoir se poser quelque part, Ouais. ou les sédentaires, comme on voit maintenant, qui vivent des fois en petite communauté, Ouais. avec une petite maison centrale pour une cuisine, ou Ouais. peut-être, Mhm. tout le monde parle la même langue. C'est-à-dire que Ouais. toutes ces personnes-là, ouais, Ils ont inventé une langue commune d'accord, composée, il doit y avoir 250 mots ou 300 mots, c'est tout, tu vois, il y a vraiment très peu de mots, mais ils l'ont inventé parce que quand ils se baladent, qu'ils rencontrent ceux qu'on appelle les cousins, alors c'est Nebuzo pour les garçons, Nebuza pour la fille, Nebudo pour les garçons, pardon. Eh bien, pour eux, on est tous de la même famille. d'accord, Même s'il y a une grande partie, tout ce qui est Sinti, Corée, Gitan, c'est un peuple très mat de peau, les cheveux noirs qui viennent d'Inde, ok, et que nous, tu vas trouver des gens aux yeux bleus, aux yeux verts, blonds ou roux. Nous, on est plus des peuples du Nord, mais malgré tout, on est tous des gens du voyage, enfin, des voyageurs. Voilà. Et il a bien fallu qu'à un moment donné, on trouve moyen de s'entendre. Hein. Ouais. Et chacun arrivait avec ses langues. Donc, même s'il y a la base, c'est une langue composée d'arménien, de grec, de turc, de mots hindouistes, enfin indiens. Par exemple, quand je te dis la Chodives, c'est indien. Quand tu dis un manouche, ça veut dire un être humain, c'est indien. Quand tu dis quoi? Un manouche. Ça me fait Vous penser dites à manouche. C'est manouche. C'est Mais ça. ça se prononce manouche. Et le Manouche. manouche, c'est l'être humain. Comme le rome, un rome, Ouais, ce qu'on a appelé les romanichels, Ouais. c'est pas un terme péjoratif chez nous. d'accord. Non, du tout. Et quand on dit, C'est l'homme libre. Hein. quand on dit manouche, donc on peut, c'est Ah, pas mais- péjoratif. Mais alors non, que dans entre notre nous, on langue, se parle comme ça. alors que nous, en tant qu'occidentaux, enfin si tu veux, même français, installés, sédentaires, dès qu'on voit, ça Ouais. se dit de moins en moins. Ouais. On parle plus de gens du voyage, en tout cas moi c'est comme ça que je disais, Ouais. donc les voyageurs. Avant ça se disait les manouches, tu vois, mais c'était péjoratif, c'était ce qu'on appelait les voleurs de poules aussi à un ouais. moment donné, il y a très Ouais. très longtemps. Donc ça a été difficile de s'implanter. Et Alors toi- que non, manouche, c'est pas un gros mot. Au Ouais. contraire, on se le dit entre nous. Tu vois, alors, toi, le manouche, comment tu vas? Hop, c'est, quand on se rencontre, c'est ça. Alors, t'es manouche, t'es quoi? Parce que dès qu'on se rencontre, quand on se connaît pas, la D'accord. première question, c'est, t'es de quelle famille? Bonjour, mon cousin, t'es de quelle famille? Donc, tu donnes ton nom de famille. Ok. Et là, ah oui, je connais, c'est telle famille, et ça y est, c'est parti. Ok. Voilà. Et toi, justement, par rapport à cette éducation que tu as eue, parce que tu as eu une double éducation, non? C'est-à-dire que tu es à la fois française de, comment on pourrait dire? Gadji. Gadji, ce que vous dites, Gadji. Et puis, tu as aussi, effectivement, du sang yéniche, Ouais. donc du sang de voyageuse, dans les Ouais. veines. Et comment tu as fait, toi, pour te retrouver dans, petite peut-être, quelle était cette éducation qui te faisait qui faisait le plus sens pour toi? Alors, comment t'expliquer? J'ai été élevée en tant que sédentaire avec un papa qui est gadjo et une maman qui ne connaissait pas ses origines. Donc moi, j'ai été élevée, j'ai fait des études, j'ai fait des études de droit, j'ai été élevée dans une maison en tant que sédentaire. Sauf que moi, je considère que le sang parle parce que depuis que je suis toute petite, j'ai une appointance, j'ai été attirée par la population de voyageurs que j'ai rencontré très jeune, puisqu'il y avait un groupe de voyageurs qui s'était installé en face de mon école maternelle, j'avais 2 ans, et à l'époque, on pouvait traverser la route sans se faire écraser, et ma maman me laissait aller les voir, et c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur que je ne peux pas nommer, puisque lorsque l'on perd l'un des nôtres, on ne doit pas nommer, on ne doit pas l'appeler par son nom, parce que sinon il revient et il se fâche. Donc D'accord. je vais l'appeler Papou Ziegler. Voilà, Ok. c'était famille Ziegler, c'était un monsieur yéniche. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon apprentissage et que je me suis rendu compte que leurs valeurs étaient les miennes, que il se passait quelque chose entre eux et moi et que je pensais qu'il y avait vraiment dans mes origines quelque chose. Bon, la vie a évolué, j'ai appris, j'ai fait les marchés avec eux, j'ai vécu un petit peu dans le milieu des caravanes, etc. J'ai appris la langue, j'ai été un peu guidée par ce monsieur qui était un être extraordinaire. Et j'ai eu mon nom, on m'a donné mon nom, mon nom c'est Peisha. Et puis à côté de ça, j'ai continué à vivre en sédentaire.
Et puis, il y a pas très longtemps, il y a 6 ans, à peu près, 6 ans, j'ai appris, parce qu'on avait fait une demande, ma grand-mère, qui est donc la mère de ma mère, qui était une enfant de l'assistance, a toujours recherché ses origines. Et nous, les enfants, enfin moi et puis un de mes cousins, on a cherché, et lui travaillait à l'hôpital de Nantes. Ok. Et un jour, on a reçu un appel de la directrice nous disant que, eh bien, ils avaient retrouvé, parce que les Allemands pendant la guerre avaient volé les archives de naissance, etc., des hôpitaux. Et ils avaient retrouvé une partie. Et dans ces archives, il y avait la naissance de ma grand-mère. Et c'est là qu'on a su que son papa s'appelait Joseph Weiss, que c'était un monsieur voyageur qui a été un peu implanté en 1918, enfin de 17 à 19 à Tours, en Indre-et-Loire. Et qu'en fait, voilà, elle a été conçue. Alors, on ne sait pas qui était la maman. Okay. Pour le moment, j'ai jamais réussi à le savoir. C'est bien dommage, parce que j'aurais aimé. Donc, mais maintenant, je connais les origines de son papa. Et puis après, moi, j'ai fait des recherches, des démarches pour retrouver une partie de la famille que j'ai retrouvée et avec lesquelles, j'ai eu pendant quelques temps des échanges, voilà quoi, avec qui j'ai poursuivi un petit peu mes démarches de reconnaissance de mes racines. Et ouais, ça a été une démarche d'abord extrêmement troublante, avec énormément d'affect, vraiment. Et puis en même temps, ça m'a conforté dans l'idée que, voilà, tu ressens les choses à l'intérieur de toi, sans les nommer puisque tu le sais pas en fait, mais tu ressens. Et moi, je me suis toujours sentie du voyage, tout le temps. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, t'as toujours, si tu suivais ton intuition depuis le début, tu savais que de toute façon, tes origines étaient là, quoi. Ouais. Étaient là. Je l'ai toujours ressenti. Et donc, ça fait peu de temps, parce que finalement, aujourd'hui, tu as 50, rappelle-moi. J'ai eu 58 ans, oui. Il y a longtemps, non? Au mois de septembre, je suis du 15 septembre. Bon anniversaire. Oh, merci. Je t'en prie. Et effectivement, donc ça fait juste vers tes 50 ans en fait que tu as appris. C'est ça, 52 ans. En fait, j'ai commencé à pouvoir me pencher là-dessus. Là, je vais pas m'étaler sur la question parce que sinon, ça va. Bien sûr. La discussion va dévier et puis voilà quoi. Mais j'ai eu malheureusement la malchance et en même temps, j'ai transformé ça en chance de frotter à un manipulateur pervers pendant 12 ans, narcissique et extrêmement violent. On va en parler, ouais. Ouais. Et durant cette période, j'ai été un peu lobotomisée et en état de non-vie ou de survie, qui a fait que j'ai mis de côté tous les éléments importants. Mes recherches personnelles, je les ai pas atteintes puisque l'idée c'était de me défendre. D'accord. Donc mon corps, ma tête, tout s'est mis en mode protection. Donc il n'y avait pas la place pour autre chose. Donc j'ai commencé vraiment à me repencher vraiment sur la question. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai appris. J'avais 52 ans. D'accord, 52 voilà. ans. Et je m'étais libérée de ce personnage déjà. Ça t'a fait un choc quand tu l'as appris finalement? Tu m'as dit que c'était au niveau de l'affect, ça avait été difficile pour toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, quelque part, c'est une mue déjà non volontaire. Ouais. C'est-à-dire que cette fameuse peau de serpent dont on parle et dont le podcast est à l'origine, c'est-à-dire ce changement de vie à un moment donné où tu dis, voilà, j'étais comme ça. Et puis finalement, boum, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Et tout se métamorphose, peut-être, où tu vois, tu lâches des choses. Donc ça t'est arrivé à 52 ans. Tu te rappelles de ce jour-là précis déjà? Oui, je rentrais moi aussi, parce que je m'étais beaucoup engagée dans les milieux associatifs puisque j'étais seule et que il fallait que je comble ma vie, fatalement. Puis en même temps, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de la misère des autres, de leur état, etc. Donc je rentrais d'une réunion dans le cadre de mon engagement associatif. Il était 11h30, minuit, et j'ai mon cousin qui m'a envoyé un mail en me disant on l'a retrouvé. Voilà, on sait qui est le père de la mamie. Il s'appelle Joseph Weiss, c'est un voyageur. Et là, j'étais devant mon écran, j'avais stoppé la respiration, j'ai pleuré fatalement puisque c'est quand même énorme d'apprendre ses origines dans ce que on s'y attend pas. Et en même temps, comment te dire, j'étais pas étonnée, quoi. Ouais. Je n'étais pas étonnée. Certes, je ne connaissais pas le nom, je ne savais pas, mais je n'étais pas étonnée du tout. Donc ça a été un moment de bouleversement. Mais moi, tu vois, c'est marrant, mais je dirais pas que j'enlève la peau. Je dirais que j'en mets une par-dessus.
Parce qu'en fait, comment te dire ? Je pense que l'existence d'un être humain est fait d'un tout. Et que ce tout comporte des éléments positifs, des éléments négatifs, que tout est en interaction, et c'est ces éléments-là qui, en interaction, font que tu es tel individu ou tel autre individu. Et en fait, moi, j'ai pas enlevé une peau pour en mettre une autre. J'ai fait évoluer la peau. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle beaucoup avec les couleurs. La peau de départ avait des couleurs relativement légères, voire presque fade. Et plus ma vie a évolué, et plus la couleur est devenue intense, chaude, plus la couleur a pris de la place. Et en fait, tous ces éléments-là font que j'ai une certaine façon de penser, que j'ai une certaine sagesse, entre guillemets, que j'ai... que mon chemin évolue d'une telle ou telle façon. Parce que c'est un ensemble, c'est un tout. Donc moi, l'idée de la peau de serpent, je la trouve géniale. Franchement génial. Merci. Mais pour moi, en tous les cas, j'ai gardé toutes mes peaux. Mais ce qui veut dire que, en fait, dans le concept de peau de serpent, c'est parce que ça m'est venu après une réflexion, un gros travail que j'avais fait sur moi, où je me suis rendu compte que quand on enlève toutes ces éducations parentales, sociétales, scolaires, qui font devenir une personne à part entière dans la société dans laquelle on vit, si tu veux, on a l'impression que en fait on est formaté un peu, et que à un moment donné, tu te rends compte que non, t'es plus que ça, ou c'est pas toi intérieurement profondément. Et c'est ça, cette idée de peau de serpent, comme je l'exprime. Mais j'entends complètement ce que tu dis. Donc ce qui veut dire que toi, toutes tes blessures, tout ce que t'as vécu, tout ça, ça fait la richesse de qui tu es aujourd'hui, c'est ça ? Si j'ai une certaine appointance justement pour la souffrance humaine, c'est parce que moi, j'y suis passée avant, ou dans un certain contexte. Si j'ai été vers une assoce qui s'appelle, alors je vais la nommer parce que c'est important, Nous Toutes 37, qui en fait est une association qui accueille les femmes qui ont été battues avec leurs enfants, pour essayer de les diriger vers des organismes qui vont leur offrir un logement. Enfin voilà, qui vont être concrètement dans la mise en place d'éléments qui vont leur permettre de sortir de ça, mais également des psychologues pour les écouter, etc. Donc si j'ai été vers ce type d'association, c'est parce que moi-même je suis passée par là, parce que moi-même j'ai vécu ça, et je veux pas le perdre, je ne veux pas le faire disparaître, je veux en faire quelque chose de positif. Et donc, oui, j'ai vécu un calvaire, oui, je suis capable d'en parler, oui, je sais de quoi il s'agit, donc je peux mieux entendre ceux ou celles qui vont me le raconter, voilà. D'accord. Et je sais quels sont leurs besoins, je sais quelles sont leurs attentes, voilà, tu vois. J'ai aussi été vers la Croix-Rouge pour aller faire les maraudes. Parce que dans mon périple, j'ai rencontré des gens qui avaient rien à bouffer, mais aussi qui avaient une philosophie de vie, qui s'en allaient vers la rue parce que le monde capitaliste, très peu pour eux, tu vois. Et tout ça, j'ai pas envie de le perdre. J'ai envie, d'en faire quelque chose de positif et qui me permette d'avancer. D'accord. Tu me parles beaucoup de cette période très très dure de ta vie, avec le manipulateur, comme tu l'appelles. On peut en parler ? Ah oui, bien sûr. Je voulais savoir, parce que c'est arrivé dans un contexte très particulier dont tu m'as déjà parlé, et j'aimerais que on en rediscute de façon un peu plus profonde. En fait, tu peux me raconter cette rencontre et ce que ça t'a amené à faire. Comment ça s'est passé ? Oui, parce qu'on est dans le vif du sujet. Ouais, effectivement, j'étais à l'époque juriste, j'étais au premier éclair d'une étude d'huissier. Mon métier, somme toute, était financièrement très intéressant. Donnait aussi une situation socio-professionnelle reconnue, etc. Mais qui avait aussi, par contre, beaucoup d'éléments qui correspondaient pas à mes valeurs. D'accord. Il est extrêmement difficile d'aller expulser une personne de chez elle lorsque, justement, on est à l'écoute de la misère, on est à l'écoute des grosses douleurs, etc. Enfin, voilà. Donc, pendant un petit moment, j'ai fait ça 22 ans, quand même, parce que j'avais fait des études de droit et que je considérais que on perd pas son temps en études si c'est pour à l'époque je considérais qu'il fallait
je parlais en termes d'investissement Bien et sûr. le retour sur investissement. Donc, j'ai donc fait ce métier 22 ans et à la fin, là, pendant les 3 dernières années, je sentais que j'étais plus en phase avec, que plus ça allait, plus ça me coûtait, que je n'y trouvais plus du tout d'intérêt, hormis le côté financier. Et puis, en même temps, dans la boucle, j'étais à l'époque mariée avec le père de mes enfants, avec qui les choses ont mal tourné parce que c'était une affaire terminée, que c'était un individu avec qui, voilà, il n'y avait pas de. Donc, j'ai en même temps divorcé, j'ai senti que le métier, ça commençait à plus le faire. Donc, il y a eu un bouleversement déjà, un premier à ce moment-là, qui est pas très, je dirais, qui est pas très original en soi, puisqu'il y a énormément de gens qui divorcent, hein. Donc c'est pas très original. Mais malheureusement, à cette époque de ma vie, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Je suis restée, quand même remettre les choses en place. Je suis restée 1 an toute seule avec mes enfants. J'ai donc élevé ma fille et mon fils toute seule. Et lui, je l'ai rencontré dans le milieu familial. En fait, c'était un ami d'un de mes cousins. Et c'était un homme qui s'était aussi battu dans le cadre d'un divorce pour récupérer ses enfants. Enfin, en tous les cas, il m'a donné l'image, comme le font nombre de ce genre de personnages, de l'homme parfait, de celui que j'attendais ou de celui que je cherchais, quelqu'un de doux, de gentil, à l'écoute, qui se bat pour ses enfants. Enfin voilà, c'était le prince charmant. Voilà. Donc, il a senti que j'étais à une période de ma vie où il y avait beaucoup de questionnements, de remises en cause de tout un tas de choses, et surtout que j'en avais marre de mon travail. Et lui tenait une casse automobile. D'accord. Voilà. Il était associé avec un monsieur, il était en SDF, en société de fait, et il s'avère que son collègue, enfin son collègue devait s'en aller parce qu'il était en retraite. Donc les parts de l'entreprise s'ouvraient. Et donc, fatalement, il me l'a proposé. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion, effectivement, de changer. Alors là, ça a été un changement radical. Ok. Je suis passée du tailleur avec les petits talons, toujours très bien habillés, très bien coiffés, maquillés, enfin voilà, derrière un bureau, bien au chaud, à le monde de la ferraille. Complètement différent. J'y suis allée, honnêtement, le cœur léger, très heureuse d'apprendre quelque chose de nouveau. Au début, je devais faire que l'administratif, la facturation. Et puis, je me suis très vite rendu compte que ça commençait ça me suffisait pas. D'accord. Je voyais les gars qui allaient chercher de la ferraille, je les voyais découper des voitures, je les voyais démonter des moteurs, et moi, j'avais envie. Et en même temps, il faut savoir que, ça c'est une petite entre parenthèses, tu sais qu'il y avait beaucoup, ce métier de ferrailleur était tenu au départ par des voyageurs. Oui, effectivement. C'est un métier de voyageurs, le travail de la ferraille. Et les Yéniches, qui viennent des Celtes, sont les rois de la ferraille. Alors Voilà. que tu le savais pas à ce moment-là, Eh on bien est non. d'accord, hein. Tu connaissais pas Ben les non. origines. Par contre, j'avais toutes ces appointances, je connaissais les voyageurs et je savais, pour en connaître un certain nombre, que ça avait été un métier de voyageurs. Donc je trouvais que l'expérience était sympa, d'essayer de me mettre un peu dans leur vie et puis de comprendre comment ça se passe, etc. Donc je suis assez vite passée du bureau aux chaussures de sécurité, au treillis et puis au travail pur et dur de casseur, quoi. Et donc j'ai été la première femme et la seule femme d'Indre-et-Loire à monter dans le SMI, à aller chercher de la ferraille chez les gens à droite à gauche, à la ramener, à la découper, à la trier, à découper au chalumeau, à démonter un moteur, à récupérer les pièces de moteur, à les vendre, à aller rencontrer les grossistes pour discuter les prix, à vendre ce que j'avais préparé, voilà. Enfin, j'ai globalisé l'ensemble du métier de la ferraille. J'ai tout D'accord. fait. C'est-à-dire que tu conduisais le camion, ouais. le camion avec la grosse Ouais, pince, là, ouais, c'est ça? c'est Comment ça. t'appelles ça? Ça s'appelle un grappin. Un grappin, Donc ouais. t'avais une espèce de grue à l'intérieur du camion qui se levait là, et puis t'allais sur place et tu attrapais la ferraille avec la grue, tu la mettais dedans dans le camion, tu repartais, tu faisais les papiers avec les gens, etc. Tu pesais parce qu'il faut toujours avoir une pesée de ta ferraille. Puis après arrivé au chantier, tu déposais ta ferraille sur place, on avait un endroit où on le faisait, et après t'avais un travail de tri. D'accord. Voilà. Mais quel état d'esprit t'avais quand t'as commencé, enfin,
T'as foncé? Tu t'es pas posé de questions? T'avais envie de faire ça? Ah ouais, Ouais. c'était pour moi, d'abord j'adore apprendre, Ouais. parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec toi, mais pour moi c'est ce qui fait grandir un être, hein, et ce qui fait que on ne s'éteint pas, qu'on n'a pas une couleur pâle, tu vois, une flamme qui est ridicule, ben, c'est le fait d'apprendre encore et toujours, et de t'ouvrir à autre chose, de te rendre compte quelque part que tu peux t'adapter finalement à n'importe quoi, si tu y vas l'esprit ouvert. Tu vois, et là, ben, c'était ça. C'était d'abord tellement radical comme changement, tellement énorme. Je me suis frottée à des moins 12 degrés. Travailler la ferraille quand c'est à moins 12, sans gants, parce que tu peux pas attraper les vis, tu peux pas faire tout ça. C'est extrêmement dur physiquement. Est-ce que j'en étais capable? Bah oui. Tu vois. Et la reconnaissance au niveau du milieu masculin, des hommes? Ça a été très compliqué de faire ma place, parce que, bah, d'abord pas habituée. Donc lorsque les hommes venaient, beaucoup d'hommes, hein, il y avait peu de femmes, hein, qui venaient pour acheter des pièces ou pour demander de la ferraille et tout. D'abord, ils demandaient où était le patron. Et quand je leur disais, vous cherchez quoi? Non, mais moi, je veux voir le patron. Et d'accord. Ils se sont dirigés vers un de mes collègues et qui leur disait, faut demander à Sophie. Ouais. Ah oui, c'est elle qui fait les prix. Elle est le patron aussi. Et donc, c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait des interrogations, des hommes qui n'ont jamais accepté la chose, donc ils voulaient pas traiter avec moi. J'ai eu un monsieur une fois, un monsieur marocain qui m'a fait énormément, qui m'a touchée, parce qu'il est arrivé, il m'a vu, il s'est approché, j'étais en train de démonter un moteur de Ford, j'étais installée dans mon atelier et tout. Il s'approche, il me regarde, il dit mais c'est toi qui fais ça? Bah oui. Mais tu ressembles pas à un déménageur. Alors là, éclat de rire, forcément. Ouais, bien sûr. Je lui dis, non. Et il me dit, ah non, mais ça, c'est pas possible, quoi. Fais voir comment tu fais. Et tu travailles avec le chalumeau. Alors, j'ai expliqué et tout. Et il me dit, demain, j'amène ma femme, hein, parce qu'il faut qu'elle voie ça, c'est pas possible. Le lendemain, sa femme est venue. Elle m'a embrassée en pleurant, en me disant, ça fait du bien de voir ça, quoi. Ça fait du bien de voir une femme qui prouve que c'est pas une question de sexe, de s'adapter à un métier, mais une question de désir, d'envie, de challenge, de tout un tas de choses. Et après, elle m'a amené des gâteaux qu'on fait au Ramadan. Et voilà, il y a une amitié qui s'est installée avec elle. Elle s'est assise et elle m'a dit, je peux te regarder travailler? Bah oui. Et elle était là à côté de moi et je lui expliquais à chaque fois que je faisais quelque chose. Chouette. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que pour faire ma place, ça a été compliqué, ouais. T'aurais fait ça tout le temps? T'aurais pu continuer? Ouais, j'aurais pu. Ouais. J'aurais pu parce que j'avais tout en fait. J'avais ce côté un peu de difficulté dans le travail et de techniques que j'apprenais au fur et à mesure, de découverte de l'automobile, tu vois. Et en même temps, j'avais l'administratif, j'avais des rapports avec la préfecture, avec l'ADEME, avec la DIAC, ça s'appelait la DIAC à l'époque, à qui on doit rendre des comptes, hein, parce que ça se fait plus n'importe comment. C'est moi qui gérais les audits. Enfin voilà, j'avais toute cette partie-là. Donc c'était un métier passionnant et qui était complet. D'accord. Et pourtant? Et pourtant, t'as changé. Voilà. Alors, j'ai changé à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il s'est passé que j'ai découvert que ce fameux gérant avec qui je faisais ma vie était un bourreau, hein, un manipulateur pervers, ce que je t'expliquais tout à l'heure, narcissique et violent. Je vais pas encore une fois m'étaler sur la question parce que d'abord je suis pas quelqu'un qui souhaite qu'on me plaigne parce que je considère que je suis pas seule à vivre un calvaire et que avoir vécu un calvaire et que ça sert à rien de se faire plaindre. Mais par contre je souhaite dire à tous les parents qui ont une fille, parce que c'est souvent les femmes, hein, faut quand même le dire, soyez extrêmement vigilants. Soyez à côté d'elle, aidez-la. Permettez-lui d'ouvrir les yeux correctement parce qu'on est entouré de gens qui ont des déviances comportementales puisque le manipulateur pervers n'est pas reconnu comme un malade mental mais comme une personne qui a une déviance comportementale. Ce sont des gens qui sont des vrais vampires. Je suis persuadée que celui qui a inventé le vampire, l'histoire du vampire, il a rencontré un personnage comme ça. Parce qu'en fait, ils vous choisissent parce que vous êtes brillant, gai, beau, c'est des coquilles vides et qui se remplissent de vous, qui vous absorbent, qui prennent tout votre état, vos sens, tout. Et en fait, au fur et à mesure que eux prennent, vous vous perdez. Et au fur et à mesure, vous êtes lobotomisé. Vous ne savez plus rien faire par vous-même. C'est eux qui guident votre vie, c'est eux qui choisissent ce que vous allez manger, comment vous allez vous habiller, vos pensées, votre vote,
tout. Ils arrivent même, puisque ils vous isolent, ils arrivent même à faire en sorte que vos enfants ne soient plus en relation directe avec vous. Moi, j'avais des relations avec ma fille aînée, qui étaient des relations extrêmement fortes. Il a mis ma fille dehors. Et moi, sa mère, je n'ai pas réagi. Tout du moins, pas au point que j'aurais dû le faire. Et ça, c'est la preuve que c'est des gens qui vous explosent complètement, qui vous piétinent, qui vous humilient. Et puis, à côté de ça, fatalement, quand vous êtes un petit peu quelqu'un, malgré tout, de caractère, indépendant, pour vous la fermer, on vous frappe, quoi. On vous humilie de toutes les manières qu'on peut humilier une femme. Voilà. Donc, ça a été une période de 12 ans de ma vie, tellement longue pour ceux qui n'ont jamais rencontré. Mais comment ça se fait que tu as duré aussi longtemps ? Et pourquoi t'es pas parti avant ? Parce qu'il y a plein de choses. Parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a le désarroi, parce que, comme je disais, on n'est plus capable de gérer par soi-même. Parce que j'avais un gamin avec moi que quand j'ai rencontré cet homme-là, avait 3 ans. Et je sentais que si je partais, j'avais plus rien. Parce qu'à l'époque, plus de voiture, pas d'autre métier que celui d'être avec lui, pas de maison, plus de meubles, il les avait brûlés. Brûlés Mes meubles, ouais. D'accord. Donc tu te retrouves avec l'idée dans ta tête que tu vas être dehors, que ton fils, ses écoles, il va poursuivre ses études. Comment je vais faire ? J'ai plus d'argent, je suis ruinée, j'ai plus rien. Donc t'as toute cette crainte, et petit à petit, tu t'enfonces jusqu'au moment où c'est stop. Ok. Voilà. Tu te rappelles de ce jour-là ? Oui. Tu peux nous raconter ? Tu peux me raconter ? Oui. C'est un jour, en fait, j'ai senti mon fils en danger. Parce que cet homme commençait à tout doucement le frôler, le bousculer, à me donner des propos très diffamatoires sur mon enfant, puisqu'il avait un choix de vie qui lui revient de droit et que je respecte de toute mon âme, mais qui pour cet homme-là n'était pas un bon choix de vie. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment un gros danger. Et ça faisait déjà 1 an que je me préparais au fait de partir. Et puis je suis partie le 10 avril 2015, que moi je fête comme mon indépendance. Voilà. Okay. Pour moi c'est pas le 14 juillet, c'est le 10 avril 2015. Et ça a été un grand moment où j'ai été le voir en lui disant tu sais quoi, je me barre quoi, tout ça c'est terminé. Et lui de me regarder avec un sourire en me disant tu t'en sortiras pas sans moi, t'es pas capable. J'ai dit c'est ce qu'on verra. Donc ce qui a en fait basculer, je pense que c'est le fait de sentir que mon fils était vraiment en danger, et surtout que j'avais récupéré finalement des contacts avec ma fille, d'entendre mes enfants dire on va le tuer. Maman, il faut que tu sortes de là-dedans, on va le tuer. On est en train de voir comment on peut le faire. Et là j'ai dit c'est pas possible. Mes enfants vont pas finir en prison, il va pas y avoir un drame parce que moi j'ai pas la force donc il faut que je l'aie. Voilà. Donc je pense que tu sais, c'est cette espèce, pas d'instinct maternel, mais cette force énorme qu'on peut avoir lorsqu'on aime ses enfants, qui fait que je suis partie. Et donc ce 10 avril 2015, en fait le matin tu t'es réveillé et t'as dit ok c'est le jour J, ou tu le savais la veille, ou en fait tu l'as préparé à l'avance ? J'ai tout préparé avant. C'est-à-dire voilà, pour que ce jour-là, tu savais que ce jour-là, ce serait ça ? Ouais, parce tu l'avais noté quelque part, enfin dans ta tête. En fait, ça a été parce que j'ai recherché un appartement fatalement, puisqu'il fallait quand même que je me loge. Et donc, l'appartement allait se libérer pour moi le 10 avril. Donc, c'était ce jour-là. Et c'est bien parce que lorsque tu es obligé, entre guillemets, que tu as une date obligataire qui te tombe en disant c'est à cette date-là que tu dois partir parce que tu dois prendre l'appartement, parce que tu as signé un bail, etc. Là, tu peux plus revenir en arrière. Tu comprends ? Ça t'a aidé en fait. Ouais. Et donc, ça a été cette fameuse date et ça a été grandiose. Vraiment grandiose. Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là ? Ah, une liberté totale, une indépendance terrible. Hein. J'ai hurlé, je t'avoue, j'ai crié dans la voiture, j'ai chanté à tue-tête, j'ai klaxonné, j'ai fait l'andouille, j'ai passé ma journée comme une folle et ma nuit comme une folle, quoi. Et quand je me suis retrouvée dans mon appartement, que j'ai fermé la porte à clé et que mon fils s'est endormi tranquille dans sa chambre, mais c'est pire que de l'ivresse. Hein. C'est pire que de l'ivresse. Tu te sens léger, tu te sens tellement fort, t'es tellement fier de toi. C'est parti, tu nais. Tu vois, j'étais dans une petite mort
Et ça y est, je naissais à nouveau. Et voilà. Mais par contre, j'ai pas abandonné la Sophie qui en a bavé. Je l'ai gardée avec moi. Et je lui ai dit, tu sais quoi, on va refaire corps toutes les deux. Je vais pas te laisser tomber. On va continuer ensemble. Et puis voilà. Puis après, c'est un réapprentissage. Comme quand tu réapprends à marcher. Eh ben, j'ai réappris à faire les courses. Parce que je suis arrivée dans la grande surface la première fois. Avec mon fils de 14 ans. Et je savais plus faire les courses. Parce que t'avais plus le droit de sortir? Ben non. Et je savais plus les faire. Parce qu'il fallait qu'on me dise qu'il fallait que j'achète. Voilà. Ouais. Ah ouais. Tu vois? Ton cerveau, il était complètement. Complètement. Je suis arrivée chez le coiffeur parce que il m'empêchait de me couper les cheveux. Donc forcément, le geste symbolique de libération, c'était d'intervenir sur mes cheveux. Mais quand je suis arrivée, alors que j'étais décidée, il fallait que je les coupe court. Et ben je l'ai regardé, le coiffeur me dit, on fait quoi, madame? Je sais pas. Ben on les coupe? Je sais pas. C'est un désarroi profond. Tu sais plus. Et puis bah petit à petit, à force d'amour, parce que j'ai été quand même bien accompagnée par mes enfants, à force de travail sur moi, à force ouais, j'ai été me ressourcer dans la forêt, j'ai été voir mon arbre fétiche, mon cèdre du Liban à Tours, que j'adore, et je lui ai parlé, et tout ça, ça m'a permis de m'apaiser. Et tout doucement, j'ai mis 6 années à me retrouver. Voilà. En ayant un travail aussi, tu sais, de psychothérapie autour de la, comment on appelle ça, merde, comme faisait Freud. La psychanalyse. Ouais, et puis je suis entrée en hypnose, on me fait travailler en hypnose. Tout doucement, j'ai rééquilibré, on m'a appris les éléments pour combattre ce genre de personnages, pour surtout les reconnaître et de pas à nouveau tomber dans ce principe. Voilà. Et donc, tu les as coupés tes cheveux ce jour-là? Oui, ouais. Court. Très court. T'as osé? Ouais, j'avais les cheveux qui étaient au niveau des reins et ils sont devenus très courts. Voilà. Et aujourd'hui, toi, dans ton expérience justement passée, malheureuse, on va dire, mais qui t'a renforcé après coup, tu accompagnes aujourd'hui les personnes dans ce domaine? Oui, je l'ai fait pendant plusieurs années. Donc le périple de 5-6 ans, donc je suis partie en 2015. Pendant jusqu'en 2018, j'étais avec mon fils. En 2018, il a atteint ses 18 ans. Puisqu'il est né en 2000, et il a décidé, lui, de faire son chemin. Donc, il est parti. Bon, il fait des études de droit, que j'ai toujours des contacts avec lui, je l'aide financièrement, etc. Mais il a décidé de faire son chemin, et je l'ai laissé faire. Donc, de 2018 à 2021, je me suis retrouvée seule. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc je continuais ma psychothérapie, j'étais presque au bout. Je me suis donc lancée dans l'associatif. J'ai été vers Nous Toutes 37, qui est donc cette fameuse association qui aide les femmes qui ont ce genre de soucis et les enfants. J'ai aidé aussi au passage des jeunes migrants en Indre-et-Loire, des petits Érythréens qui avaient besoin d'apprendre la culture, etc. J'ai travaillé avec la Croix-Rouge. Je me suis vraiment, j'ai essayé de me rendre utile et d'être à l'écoute des gens qui souffrent en fait. Parce que d'abord, je pense que j'en avais besoin pour me reconstruire. Et puis notre société, elle est gangrénée de ce genre de situation. C'est pas normal à l'heure qu'il est que ce ne soit que les associations qui prennent en charge les gens qui sont passés entre les mains d'un manipulateur. On commence maintenant, parce que c'est la mode, à parler de la violence au sein du couple, etc. Mais il y a pas. L'État français doit protéger ses citoyens, et en l'occurrence, il doit vraiment mettre en place des accueils, tout ce qui doit être mis en place pour que les gens puissent à nouveau vivre dans l'équilibre, la tranquillité au sein de notre société. Et pour le moment, ça n'existe pas. C'est les associations qui vont donner des vêtements, c'est les associations qui vont prendre le relais des écoles, c'est les associations qui vont louer des appartements grâce aux relations qu'ils ont avec le social des mairies, etc. C'est pas normal. Donc moi, je me suis penchée sur le sujet. J'ai essayé de faire bouger les choses en m'approchant le plus près possible d'associations ou d'organisations qui interviennent auprès de nos députés pour que les lois fléchissent. C'est extrêmement compliqué et pour l'instant, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc je vais continuer. Ouais, t'es une battante. De toute façon, tu lâcheras pas comme ça. Non. On le sait. Enfin, on le sait. Moi, je le sais. À t'écouter, et puis parce que je te connaissais aussi avant. Donc je connais ta force de caractère, et puis mais j'aime la vie. Cette bonté d'âme, quoi. Et j'aime la vie. Et justement, par rapport au fait que tu aimes la vie,
Aujourd'hui, ta vie, c'est quoi? Et ben aujourd'hui, donc, il faut quand même savoir que de 2015 à 2018, j'ai dû quand même continuer à travailler à la casse, puisque je ne trouvais pas d'emploi, parce que la plupart du temps, on me disait que j'étais vieille, comme si à 52 ans, on était vieux. Bon, peu importe. Donc j'ai eu un peu de complications pour trouver un travail, d'autant plus que j'étais assez difficile dans ma recherche. Hein. Je voulais. C'est là qu'on va basculer sur la troisième phase. Parce que là, en fait, si tu veux, tu l'as quitté, t'étais parti, mais finalement, tous les jours, tu le voyais. Voilà. Et tu revenais pendant 3 ans. Ouais. Donc la scission n'a pas été complète. Non. Wow. Alors, si tu veux, je n'étais plus dans sa vie sentimentale, mais j'étais dans sa vie professionnelle et dans la crainte totale, constante, de retomber dans ses pattes. Donc, je m'arrangeais pour ne jamais être seule avec lui. Et malgré tout ça, il a tenté à maintes reprises de me faire baisser ma résolution, quoi. Et ça a été très compliqué, j'avoue. Ça a été un travail de force et à l'heure qu'il est, je sais même pas comment j'ai pu tenir le coup. Je t'avoue, je ne sais pas. Mais peu importe. Là, à l'heure qu'il est, je t'en parle avec le sourire. Hein. On me voit pas, mais je peux te dire que le sourire est là. Hein. Tu le vois, toi? On sent les émotions aussi. Hein. Ouais. Mais ouais. Ouais. Et je considère que j'ai gagné la bataille. Ouais. Parce que lui, maintenant, il est derrière moi. Et que à l'heure qu'il est, j'ai donc fini par retrouver un emploi. Grâce à une connaissance que j'avais dans le monde associatif, d'une personne qui m'a ouvert ses portes en grand sans faire attention à mon âge et qui travaillait autour de la bienveillance, de l'écoute, de la sérénité au travail, de la mise en place de tout un tas d'éléments qui permettent à la collaboration d'être la plus équilibrée possible, la plus tranquille. Et c'est comme ça que j'ai intégré le monde de la gestion de patrimoine, moi aussi. Je sais pas si je peux dire que vous êtes de Nico, nombreux résilients. Voilà. Donc je travaille avec dans un milieu. Pour moi, c'était le primordial de retravailler dans un milieu professionnel apaisé, qui respecte ma personne, qui me permette de travailler dans la plus pure des dignités, on va dire, qui me permettent d'exulter, qui me permettent voilà. Donc ton travail consiste en quoi aujourd'hui? Alors moi, je suis assistante en gestion de patrimoine. Je suis la plaque pour tournante de plusieurs structures, on va dire, qui fait de la gestion de portefeuille, mais également notariat, c'est-à-dire tout ce qui est audit patrimonial, testament, choix du mode de mariage, les Pacs, etc. Mais encore une troisième structure qui traite de tout ce qui est prévoyance, tout ce qu'on va faire pour mettre en place dans le cadre de notre future retraite, les plans épargne entreprise, etc. Donc moi, je suis en fait celle qui va gérer tout. C'est pas difficile, qui va mettre en place tous les systèmes pour que ça fonctionne. D'accord, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec le côté très humain, tu sais, très proche des gens, je trouve plus mes mots là, associé, enfin, tu sais, dans l'humanitaire, quelque part, toi, enfin, je te voyais bien dans l'humanitaire, et t'es rentré dans un milieu qui est un milieu fait de finance malgré tout, d'argent. Ouais. Donc, comment t'arrives à t'y retrouver là-dedans? Pour toi, tes valeurs profondes, que je connais un peu, et ce milieu dans lequel tu travailles, qui semble, pour moi, d'extérieur, si tu veux, pas en inadéquation, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment la place? Alors, oui, c'est ta place, Sophie, puisque tu l'as choisie, mais explique-moi, s'il te plaît. Alors, je vais te répondre déjà, je suis en retraite dans 9 ans. D'accord. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui croit, comme je te l'ai dit, à l'apprentissage, et rien n'est immuable. J'avais besoin d'un apaisement. C'est ce milieu professionnel qui me l'a apporté, mais c'est pas ce milieu professionnel que j'ai choisi. Ce que j'ai choisi, c'est l'apaisement. C'est ce que je t'ai expliqué, le fait d'être dans mon bureau, d'être tranquille avec des gens qui m'entourent, pour certains, qui sont des gens très très bienveillants, vraiment des gens bien, qui ont de leur côté aussi un rapport associatif, un rapport au social, etc. Donc pendant ces 3 années, donc de 2018 à 2021, ça a été l'apaisement. C'est pas pour autant que ce milieu professionnel me convienne. Voilà. Effectivement, ça ne se dit peut-être pas, mais je suis quelqu'un qui est anarchiste. Okay. Voilà, le capitalisme m'exècre. Tout peut se dire.
Je ne supporte pas ce système social. Je ne supporte pas ce système de société qui fait que il y a le pouvoir d'un sur le grand nombre. Moi, je crois au communautarisme. Je crois au fait que l'on peut partager le pouvoir. L'anarchie, ce n'est pas le désordre. Lisez Proudhon, entre autres. Lisez les écrits de Louise Michel et vous comprendrez que l'anarchie, c'est aussi l'ordre. Mais l'ordre qui est partagé par le grand nombre. Voilà. Donc, comment te dire, forcément les placements financiers, le milieu bancaire, la gestion de portefeuille énorme. C'est l'image la plus pure de ce qu'est notre société capitaliste. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, faire de l'argent avec de l'argent. Donner encore plus d'argent à celui qui en a. Bon, effectivement, c'est pas mes valeurs. Ça en fait pas partie. Voilà. Donc, pour le moment, ça m'a apaisé, ça m'a permis de me recentrer. Mais je te le dis, peut-être que tu reviendras me voir dans quelques temps et que j'aurai changé à nouveau de métier. Avec plaisir. Voilà. C'est un sas, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'apaise, ça m'a apaisé, ça m'a donné la possibilité de me ressourcer. Ça m'a permis de me rééquilibrer un petit peu sur pas mal de plans. Et puis je suis rentrée dans une nouvelle phase, à nouveau sentimentale, puisque j'ai rencontré un monsieur qui est un peu comme moi, qui est un mélange de plusieurs sangs. On appelle ça Baresco chez nous, voilà, qui est un ensemble de de différents peuples aussi, lui, du voyage et du non-voyage, et qui a les mêmes valeurs que moi, qui aime la forêt, qui est quelqu'un qui aime la nature, qui a un grand respect pour toutes ces choses qui nous entourent et qui sont tellement belles et sur lesquelles on devrait plus s'arrêter. C'est tout con de dire je regarde les étoiles, qu'est-ce que c'est beau, mais de prendre du temps sur ton temps dans la journée ou dans la nuit pour s'arrêter sur le magnifique qui est autour de toi, c'est extrêmement important, quoi. Donc on partage ces valeurs et c'est ce qui fait que je me dis que j'ai drôlement bien fait de m'en aller, j'ai trop bien fait de croire en la vie. Faut être optimiste tout le temps. Je te sens assez équilibrée aujourd'hui, assez complètement heureuse. Apaisée, oui, c'est le terme. Complètement. Ouais. Je suis en phase avec moi. Je suis en phase avec moi, enfin. Ouais. Tu te projettes, allez, on va dire, c'est bien de vivre au moment présent. Et moi, je suis pour vraiment vivre l'instant présent. Mais si jamais tu te projettes dans, allez, on va dire 5 ans, tu t'imagines comment ? J'aimerais reprendre la roulotte, les chevaux et retourner un petit peu sur la route. Tant que je suis encore vaillante, on va dire, parce que c'est un monde à part et qui te permet justement de te mettre entre parenthèses et de te rapprocher le plus possible des vraies valeurs de la vie, qui sont le partage, l'amitié, la rencontre, le fait de te nourrir uniquement des éléments que la nature te donne. Pourquoi manger des tomates en plein hiver alors même que la nature te donne pas de tomates, parce que les tomates ne poussent pas en plein hiver. Donc quand t'es comme ça en roulotte, d'abord t'as pas vraiment de cuisine dans ta roulotte, donc tu manges dehors. Donc tu vas te cogner à la fraîcheur, tu vas te cogner, tu vois, au vent, à la pluie, tu vas te faire de la nourriture avec ce que tu trouves. Alors évidemment, je veux pas me retrouver à nouveau comme nos ancêtres qui faisaient les paniers, etc. Bien que je sache les faire, mais quand même. Puis il y en a toujours, hein. Parce que vivre le jour quand on vieillit, c'est plus difficile. Tu sais, t'as des mots physiques qui viennent, puis t'as plein de choses. Puis malgré tout, j'ai quand même été élevée dans pas le luxe, mais disons le bien-être, quoi. Mais j'ai envie de me refrotter un petit peu à nouveau et puis de le faire découvrir à mon compagnon, qui connaît pas. Il se prénomme Patrick. Patrick. Ouais. Ok. Voilà. Parce que toi, donc Sophie, Pêcha. On dit Pêcha. Ouais, c'est ça Pêcha, ce qui signifie la rosée du matin, c'est la beau. Petite pêche, voilà. Ça tombe bien, quand je suis venu ce matin, il y avait plein de rosées partout. C'est clair. Et du brouillard. Ah, puis nous, à la campagne, ça c'est... Et ton compagnon, son nom de... Il en a pas, parce que lui, il a découvert ses racines, pareil, relativement tard, et il apprend avec moi, en fait. C'est moi qui le guide dans ce monde, mais il a un prénom qui ressemble beaucoup à celui que je t'ai donné il y a quelque temps, qui est Zanko. Zanko, je parce le qu'en retiens. fait, Zanko, c'est celui qui guide. Tu te souviens, on en avait parlé. Et c'est un prénom qui lui va bien aussi, parce que il a ce côté. Mais j'espère
J'espère que tu pourras le rencontrer sérieusement et échanger avec lui, parce que tu vas voir que son parcours de vie, il est extrêmement intéressant aussi. Mais c'est dans un coin de ma tête. Bah ouais. On l'appellera Zanko Junior, hein, parce que moi c'est moi le Zanko. Non, je change pas. Mais on ne sait pas le changer, tu sais, au même titre qu'il peut y avoir d'autres Peisha, tu vois. Mais c'est des prénoms qui veulent dire quelque chose, comme faisaient les Amérindiens. Ouais. Ils te donnaient pas un prénom pour un prénom. Bien sûr. Il y avait quelque chose derrière. Ouais. Et tu peux avoir plusieurs personnes qui portent ce nom-là et qui vont avoir celui qui guide. Il peut guider. Tu vois, toi, moi, je pense que tu nous guides vers la sagesse, hein, vers le vraiment, et vers l'équilibre, hein, vers la phase avec soi-même, vers les bons chakras, vers l'équilibre du yin et du yang. C'est ça, toi, pour moi, ta mission, elle est là. Tu vois, la mission de Patrick, elle est autre. D'accord. C'est aussi un guide, mais un guide différent. Et je veux pas révéler, c'est lui qui te dira. Bien sûr. Mais je pense que c'est un prénom, qui peut aller et que tu vas porter à ta façon à toi. Et lui à sa façon à lui. J'en suis très honoré. J'ai encore du mal de temps en temps. Enfin, tu vois, je l'utilise de temps en temps. Là, je l'avais laissé de côté. Ouais. Et puis, quand je me sentirai à nouveau prêt, il faut. Voilà, je l'utiliserai. Ouais. Et parce qu'il a beaucoup de valeur venant de toi, en fait, par rapport à ton vécu, par rapport à tes origines, tes racines. Je trouve qu'il y a une vraie puissance et il y a une vraie, une vraie signification symbolique et qui se matérialise, tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je te remercie aussi pour ça. Ah, mais toi, je te remercie de faire ce que tu fais. Ouais. C'est une belle démarche, vraiment une très belle démarche. Je la partage à 200%. Je suis en phase totale avec ta façon de faire. Toi aussi, je te dis bravo et continue et c'est bien. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Mais c'est une vraie richesse parce que en fait, je rencontre des personnes totalement différentes, des univers différents. Tu vois, là, on vient de discuter, c'est le matin. Je suis chez toi, chez vous. Donc voilà, tous les deux, il y avait le petit feu de cheminée, je suis accueilli, tu me proposes un thé, on fait un échange vrai, sincère, pur, d'âme à âme, comme j'aime à dire. C'est ça. Et moi, je repars, mais je suis gonflé à bloc, quoi, en fait, parce que je me dis, c'est ma place. Tu vois, quand je dis souvent, tout est juste et à sa place. Je suis d'accord. Là, ce matin, on y est. On y est. Ouais, je suis d'accord, totalement. Je te dis, je suis en phase avec ta démarche, et je pense que si on apprenait ça à nos enfants. Ah oui. Au départ. Ouais. Tu vois, parce que moi, je crois énormément à l'éducation. C'est au travers de l'éducation qu'on peut combattre tous les maux que l'on a dans notre société. Et que si on donnait aux enfants le droit, ne serait-ce que le droit, de s'écouter un peu. Et surtout, le droit d'accepter qu'on n'est pas parfait, quoi. Que la perfection, c'est celle qu'on se donne à soi, et pas celle que la société t'impose. Parce que ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on fait énormément de gens qui sont pas bien dans leur vie, qui choisissent un mode de vie, somme toute, identique aux voisins, et qui vivent pas bien, et qui vieillissent pas bien, et qui meurent pas bien. Et ça moi, je trouve ça ignoble. Bien sûr. Mes enfants, à moi, j'ai essayé malgré tout de leur permettre d'avoir leur regard. Lorsqu'ils étaient tout petits, dès qu'ils ont commencé à s'exprimer, je leur donnais la parole. Maman, elle pense faire ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu vois ça? Alors au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, ils ont appris à donner leur avis, et je peux t'assurer que dans leur vie actuelle, en tant qu'adulte, ma fille a 28 ans et mon fils 21, ils continuent à faire de cette façon. Et ils se heurtent forcément à des gens qui ne souhaitent pas leur donner la parole. Eh bien, ils la prennent. Parce qu'il faut prendre sa place. Bien sûr. Voilà. Ouais. C'est marrant parce qu'on entend ton chien qui est en train de boire l'eau. Et c'est par rapport à ce que tu dis qui est hyper sérieux, tu sais. On entend un c'est sympa. Voilà. Est-ce que tu as une phrase, un mantra, quelque chose que tu te répètes, qui te suit, tu sais, de chaque jour? Ouais. Ouais, il y en a une phrase, que j'ai commencé à me dire lorsque je suis devenue maman, parce que j'étais inquiète toujours, tu sais, comment va mon bébé, je me levais l'écouter respirer comme l'ombre de maman, l'angoisse montait, t'as peur de le perdre, t'as peur qu'il lui arrive plein de mal, et je me disais à chaque fois, fais confiance à la vie, Sophie, fais confiance à la vie, et en fait c'est resté, et alors je continue à faire confiance à la vie, et j'ai raison. Parce que la vie, elle est tellement belle, quoi.
C'est tellement beau si tu l'apprends de façon optimiste, avec le cœur léger, en ayant... Alors attention, c'est pas le monde des bisounours, hein. J'ai parfaitement conscience qu'autour de nous, il y a des choses qui sont pas propres, quoi. Il y a des choses qui me révoltent. Mais si t'as l'esprit positif, t'avances positivement. Et ces choses-là, tu les rencontres, mais elles s'accrochent pas à toi. Tu continues à avancer et elles s'accrochent pas à toi. Donc ouais, faut faire confiance en la vie. Faut surtout s'écouter, vraiment s'écouter. Prendre le temps de s'arrêter et de dire qu'est-ce qui est mon essentiel. C'est quoi mon essentiel? Et une fois que tu dis ça et que tu as fait la phase avec toi, il n'y a rien qui t'arrête. Okay. Même la mort ne t'arrête pas. On va terminer cette belle entrevue. C'est dommage. C'est dommage, hein. Bon, on en garde pour une prochaine dans ton évolution, dans ta future peau de serpent, même si toi tu les cumules, hein, comme tu m'as dit, tu les aurais. C'est ce que je pense toujours. Est-ce que déjà, dans un premier temps, les personnes qui seront susceptibles de vouloir rentrer en contact avec toi, si ça a fait sens, peuvent le faire? Bien sûr. Tu autorises? Absolument. De toute façon, il y aura ton mail. Oui, il n'y a aucun souci, au contraire. Si je peux apporter ma pierre, si je peux donner un coup d'air frais, si je peux entendre une histoire que je connais encore pas, moi apprendre de gens, mais bien sûr. Ouais, je te dis oui, sans problème, avec plaisir. Ok, super. Merci pour tout le monde. Et puis, malgré tout, une fois de plus, le podcast s'appelle Peau de serpent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, sans être moralisateur, bien évidemment. Tu sais très bien, c'est pas dans ce sens-là qu'on le fait. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont en phase, quel que soit, hein, que ce soit un homme, une femme, qui hésite à changer de vie parce que cette personne a peur, tu vois, cette personne n'ose pas. C'est quoi le conseil que tu te donnerais pour dire, ok, si t'as envie de changer de vie, fais-le, mais je sais pas. Je suis un peu embêtée parce que d'abord je me sens pas, je suis pas une sage, donc donner des conseils c'est compliqué, d'autant plus que chaque personne fait les choses en fonction de son vécu, etc. Mais leur dire, posez-vous les bonnes questions, comme j'ai dit tout à l'heure. Posez-vous la question, quel est mon essentiel? Et si dans ton essentiel, il n'y a pas le métier dans lequel tu es, parce qu'il t'apporte pas l'équilibre, les valeurs que tu as au fond de toi vraiment. Mais faut aller les chercher. Et des fois, ça fait mal. Mais faut aller les chercher. Et à partir du moment où tu sais que ton essentiel, il n'est pas dans le métier que tu fais, arrête. Change de métier. Va vers autre chose. De toute façon, tu vas te sentir bien. Faut pas s'arrêter sur le pain qu'on gagne. Tu peux toujours le gagner, le pain. C'est clair, tu peux toujours le gagner. Et tu vois, on a une petite... je vais finir avec cette phrase parce que je trouve ça sympa. Il y a une petite jeune femme qui travaillait avec nous en gestion de patrimoine, qui avait donc normalement, elle avait une trentaine d'années, une vie établie, somme toute normale. Elle a acheté une maison, elle avait rencontré quelqu'un, elle gagnait sa vie relativement bien. Bon, elle aurait pu devenir maman, et puis grand-mère, et puis voilà, faire ça de sa vie. Et sauf qu'elle avait envie de faire le tour du monde, de voir autre chose. Elle a rencontré un jeune homme qui aide à passer... non, je vais pas le dire. Disons qu'il intervient auprès des migrants, comme je l'ai fait moi. Okay. Il lui a donné ce souffle dont elle avait besoin. Elle a quitté le métier et elle est sur la route. Elle a fait Turin. Elle a fait... elle a été en Hollande. Elle va aller en Australie. Elle est partie, ça y est. Et elle va travailler autour de l'apiculture. Voilà. Et elle est heureuse. Je l'ai vue il y a quelques jours parce qu'elle est revenue vite fait ici pour régler quelques problèmes par rapport à sa maison. Mais elle est tellement belle, quoi. Elle est tellement belle, elle rayonne. Donc voilà. Elle a changé complètement. Certes, elle s'est mise un peu en danger. Elle est plus dans sa zone de confort. Mais alors, au niveau d'elle-même, elle exulte. Elle est magnifique. Donc ouais, faites-le, quoi. N'hésitez pas. Elle a suivi son instinct. Allez à votre essentiel. Cherchez-le d'abord. Et une fois que vous l'avez trouvé, lâchez-vous. Lâchez-vous. La vie est très courte. Vous savez pas le temps qu'elle va durer. Si vous vous contraignez à des choses qui vous plaisent pas ou qui sont fades, punaise, allez monter, prenez vos couleurs, quoi. Des couleurs chaudes. Voilà ce que je dis. Allez-y. Ouais. Merci Sophie. Merci à C'était toi. très beau. C'était très enrichissant et je pense que ça va
peut-être éclairer la voie de certaines personnes qui ont des doutes ou qui sont en difficulté. Donc c'est beau. S'il y en a au moins une, ben, j'aurai réussi. On aura réussi. Ouais, merci encore. Voilà. Chouette. Merci à toi. Mon corps. Bon, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? T'as l'air d'être ému, là. Rien à dire. Hein? Oui, c'est beau ce que t'as dit, Alexandre. comment tu te sens? Ça va? Oh, très bien, ouais. Ouais, ça va. Très bien. C'est compliqué parce qu'il y a Mince. Ouais, vas-y, non, c'est moi. t'as tout un tas d'éléments qui Mm. sont importants, mais que tu peux pas relater. J'ai oublié de te dire que j'avais commencé à écrire un livre et tout ça, tu vois. Bon, peu importe, c'est pas grave. On aura d'autres pas grave. moments. On aura d'autres Ouais. moments. Peut-être qu'effectivement, si j'ai des gens qui prennent contact, je pourrais leur dire autre chose.